Bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le Comité national de veille salue hautement les hautes instructions royales pour l'intervention immédiate des forces armées royales et le déploiement d'importants moyens humains et logistiques pour assister les populations qui font face aux répercussions des conditions climatiques exceptionnelles. Réunion au cours de laquelle il a été procédé à l'examen de la situation actuelle dans la ville d'Ours Al-Kbir, au suivi des développements sur le terrain et à l'évaluation de l'ampleur des dégâts enregistrés. Ours Al-Kbir, où la montée des eaux de l'Oued Loukos a submergé de nombreux quartiers de la ville. Les autorités locales, en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés, poursuivent leurs opérations sur le terrain pour rétablir la situation, préserver la sécurité des habitants de la ville avec l'installation de tentes pour héberger les personnes sinistrées. L'Union européenne adopte une position commune qui soutient qu'une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables aux différends régionaux autour du Sahara marocain. Un nouveau cap a été franchi lors de la réunion de la 15e session du Conseil d'association Maroc-Union européenne à Bruxelles, avec l'ambition partagée de porter le partenariat à un niveau supérieur. Avant de développer les titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au souverain du royaume hachémite de Jordanie, Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein, à l'occasion de son anniversaire. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de longue vie au roi Abdallah II et de davantage de progrès et de prospérité au peuple jordanien. Au peuple jordanien, frère, sous la sage conduite du souverain jordanien. Sa Majesté le roi a adressé également un message de félicitations à Sa Majesté le roi Philippe VI d'Espagne à l'occasion de son anniversaire, tout en partageant les sentiments de joie et de bonheur suite à cet heureux événement. Sa Majesté le roi réitère au roi Philippe VI sa fierté des liens d'amitié solides unissant sur le plan personnel les deux souverains et les deux familles royales, ainsi que des relations séculaires basées sur la coopération constructive et la solidarité agissante liant les deux peuples amis. Suite aux mauvaises conditions météorologiques que connaît le royaume, Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a donné ses hautes instructions aux forces armées royales pour intervenir immédiatement à travers la mobilisation d'un ensemble de ressources humaines et logistiques. Dans ce cadre et en coordination avec le ministère de l'Intérieur et les autorités locales, il a été procédé au déploiement des unités d'intervention appuyées de matériel, d'équipements et d'engins nécessaires au transport des populations touchées et à leur hébergement. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Et puis le Comité national de veille chargé de la gestion et du suivi des événements liés aux inondations salue hautement les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'intervention immédiate des forces armées royales ainsi que le déploiement d'importants moyens humains et logistiques afin de soutenir et d'assister les populations des zones touchées. Réunie au siège du ministère de l'Intérieur, il a été procédé à l'examen de la situation actuelle dans la ville d'Ours Al-Kbir, au suivi des développements sur le terrain et à l'évaluation de l'ampleur des dégâts enregistrés. Sophia Fegelut. C'est ici, au ministère de l'Intérieur, que se tient la réunion du Comité national de veille, chargé de la gestion et du suivi des événements liés aux inondations. Autour de la table, des ministres et responsables des différents départements gouvernementaux, institutions et services membres du comité. À l'ordre du jour, l'examen de la situation actuelle dans la ville d'Ours Al-Kbir et le suivi des développements sur le terrain et l'évaluation de l'ampleur des dégâts enregistrés. Il s'agit également de la coordination des différentes interventions et la prise de mesures nécessaires pour protéger les populations et assurer la sécurité des citoyens ainsi que leurs biens. La réunion intervient dans le cadre du suivi étroit et l'attention toute particulière qu'accordent les autorités publiques aux répercussions des perturbations météorologiques que connaissent les régions du royaume, notamment Ours Al-Kbir,
suite aux inondations exceptionnelles occasionnées par les fortes précipitations, la montée des eaux des fleuves et les contraintes liées à la gestion des réserves des barrages qui ont atteint un taux de remplissage de 100% en raison des importants apports hydriques enregistrés. La réunion a été aussi une occasion pour passer en revue les mesures à même de renforcer la dynamique des interventions en cours et la veille opérationnelle en place à travers la simulation des mécanismes d'identification et de suivi opérationnel, le renforcement de la mobilisation des ressources humaines et des moyens logistiques, ainsi que le déploiement des équipements nécessaires. Il a été aussi question de consolider la coordination étroite entre les autorités, les services compétents et les différents intervenants, de prendre des mesures qualitatives de support de façon à orienter les interventions avec une plus grande efficacité et efficience face aux conditions climatiques critiques. Au cours de cette réunion, les responsables ont exprimé les mesures prises pour contenir la hausse du niveau des eaux de Oued Loukous et Oued Sbou, ainsi que des cours d'eau qui y sont liés, limiter le périmètre des zones submergées et réduire les éventuels impacts sur les populations, les biens et les infrastructures dans le cadre d'une coordination étroite et continue entre les différents intervenants. Le comité œuvre en coordination avec les comités régionaux et provinciaux à l'élaboration d'un atlas des zones menacées par les inondations ainsi que de mécanismes de prévention précoce des risques futurs, outre un plan d'action pour une intervention préventive contre les inondations, accompagné de l'élaboration de cartes permettant de déterminer l'ampleur et les risques qui en découlent. Dans le même contexte, l'accent a été mis sur la nécessité de la poursuite du suivi et de la surveillance minutieuse de l'évolution de la situation, tout en veillant à la mobilisation maximale et à la garantie de l'intervention immédiate chaque fois que nécessaire, jusqu'à l'amélioration des conditions météorologiques et la fin de ces circonstances exceptionnelles. Cette rencontre a été d'ailleurs l'occasion de réitérer la nécessité de la mobilisation globale de l'ensemble des services et des autorités publiques, ainsi que de la poursuite des efforts nécessaires pour accompagner les personnes affectées et leur apporter toutes les formes de soutien, de manière à atténuer les effets de ces perturbations climatiques et à renforcer les conditions de sécurité publique. Saluant l'esprit de responsabilité et d'engagement positif qui ont marqué les interventions de tous les acteurs en vue de réduire l'ampleur des dégâts et des pertes enregistrées, les participants ont exhorté l'ensemble des citoyennes et citoyens, en particulier ceux résidant dans les zones concernées, à faire preuve de la plus grande vigilance, à se conformer aux consignes des autorités compétentes et à éviter toute prise de risque, afin de protéger les vies et les biens et de garantir la sécurité de tous. La ville de Ras Al-Kbir a été donc en partie submergée par la montée des eaux de l'Oued Loukos. Les interventions sur le terrain se poursuivent pour faire face aux conséquences dues aux infiltrations des eaux dans certains quartiers bas de la ville et pour sécuriser les zones menacées. Il s'agit aussi de préserver la sécurité des habitants avec l'installation de tentes pour héberger les personnes sinistrées. Amin Amouri, Amin Lemkhida sur un commentaire de Zakaria Moukhenbil. Des quartiers résidentiels de Ras Al-Kbir, toujours submergés par les eaux. Les crues importantes occasionnées par les fortes précipitations ont surtout intéressé les quartiers situés près du cours du Oued Loukos. Face à cette situation, les efforts se poursuivent pour protéger les biens et garantir la sécurité des citoyens. Éléments de la protection civile, autorités locales, services de l'équipement et autres intervenants redoublent d'efforts pour venir en aide aux habitants des zones menacées par les inondations. Les dernières précipitations ont fortement perturbé le cours de la vie normale à Ras Al-Kbir. Les responsables se sont aussitôt mobilisés pour évacuer les citoyens des quartiers inondés. Nous voulons remercier l'ensemble des intervenants, acteurs de la société civile, forces auxiliaires, autorités locales, membres du conseil communal et acteurs associatifs. Certains ont accouru à notre secours depuis Tanger. C'est une véritable expression de la solidarité nationale.
Craignant une remontée soudaine des eaux, certains propriétaires de cafés et de commerces ont érigé des barrières provisoires afin d'empêcher les eaux de l'Oued-Loukos de les atteindre. D'autres digues ont été installées par les services de l'équipement au niveau des quartiers exposés au risque d'inondation, dans le cadre de mesures préventives. Nous nous préparons à faire face à toute situation d'urgence. Nous avons érigé un petit mur afin de protéger le café des crues en cas de persistance des précipitations. La plupart des habitations de notre quartier ont été épargnées, sauf quelques propriétés en rez-de-chaussée. Malgré les conditions météorologiques difficiles, ce sont les fake news qui nous ont le plus affectés. Beaucoup de fausses informations ont circulé sur les réseaux sociaux à propos de la situation à Ksar El-Kbir. Les autorités locales ont également installé des tentes afin de reloger les habitants des quartiers inondés. Les opérations d'évacuation et de mise à l'abri se poursuivent alors que les eaux du Oued-Loukos semblent avoir connu un recul relatif ce vendredi matin. Par ailleurs, la Direction générale de la Sûreté nationale a démenti catégoriquement l'enregistrement de cas de vol et de pillage dans les régions touchées par les récentes inondations dans la ville d'Ksar El-Kbir, relayées de manière erronée et exagérée sur les réseaux sociaux. La DGSN affirme que ses services à Ksar El-Kbir n'ont reçu, à la date d'aujourd'hui, aucun signalement ou plainte pour vol dans les commerces ou les établissements de santé de la ville, contrairement aux rumeurs circulant sur l'espace numérique relevant que ces données ont été vérifiées auprès des propriétaires des commerces prétendument présentés comme cible de vol. Et puis le Maroc traverse donc depuis plusieurs jours un épisode pluvieux sur la majeure partie du pays. Vous avez dû le constater par vous-même, le temps hivernal semble s'installer toujours dans la durée. De fortes pluies et rafales de vent sont prévues jusqu'à demain 6 heures dans plusieurs provinces du royaume selon la Direction générale de la météorologie. 40 à 60 mm sont attendus dans les provinces de Larache, El Hoceima, Taounet, Taza et Chefchaouen. 20 à 40 mm prévus à Moulay Yacoub, Ouezzen et Tétouan durant la même période. Et puis de fortes rafales de vent, 75 à 90 km/h, soufflent depuis 11 heures ce matin sur les provinces de Midel, Taourir, Toujda, Ngad, Nadour, Jarada, Berkane, Driouch, Ndiq, Fnedq, Tétouan, Fars Anjara, Chefchaouen, Taza, Gersif, El Hoceima, Boulmen, Figuig, Tinrir et Ouerzazet. Elles se poursuivront jusqu'à demain midi. Et pour ce qui est des hauteurs des pluies au cours des dernières 24 heures, le pic a été enregistré à Tafrent dans la province de Taounet avec 71 mm, Msila, province de Taza, 55 mm, 45 mm ont été relevés à Taounet, 24 à Tanger, 20 à Fnedq, 18 à Tanger-Port, Chefchaouen 16 mm, Mdirks 11 mm, Taza, Martil et Larache 9 mm, Ouezzen et Tétouan 8 mm. Voilà pour le dossier intempéries. Le Maroc confirme son statut de partenaire stratégique privilégié de l'Union européenne. La 15e session du Conseil d'association Maroc-Union européenne s'est achevée hier à Bruxelles. L'Union européenne a adopté une position commune qui soutient qu'une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables aux différents régionales autour du Sahara marocain. Sophia Fagroud. La nouvelle position européenne sur le Sahara marocain a été exprimée hier au terme de la 15e session du Conseil d'association entre le Maroc et l'Union européenne. L'UE considère qu'une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables pour le règlement définitif du différend régional. La position des 27 a été consignée dans un communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et la politique de sécurité, Kaya Kallas. L'UE reprend à son compte la demande faite à toutes les parties par le Conseil de sécurité des Nations Unies de participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive.
La réunion d'aujourd'hui est une occasion pour annoncer officiellement la nouvelle position de l'Union européenne quant à la question du Sahara et suivant la résolution du Conseil de sécurité d'octobre 2025. L'Union européenne est en faveur d'une solution politique à ce différend. La 15e session du Conseil d'association Maroc-Union européenne a été marquée par une réaffirmation commune de la profondeur et de la vitalité des liens unissant le Maroc et l'UE et leur ambition partagée de porter le partenariat à un niveau supérieur. Nous voulons développer davantage notre coopération bilatérale pour couvrir de nouveaux domaines. Des progrès considérables ont été réalisés dans les discussions autour d'Europol et d'Eurojust. Au niveau du Conseil des droits de l'homme, le Maroc a joué un rôle important, tout comme au niveau sécuritaire. Nous voulons une étroite collaboration avec le Maroc. C'est une réunion très importante par sa symbolique d'abord. Elle se tient alors que nous allons célébrer le mois prochain 30 ans de la signature d'accords d'association entre le Maroc et l'Union européenne. 3 décennies d'un partenariat institutionnel fort, diversifié, et où le Maroc a toujours essayé d'être à l'avant-garde de ce que fait l'UE avec son voisinage méditerranéen. Le Maroc et l'UE s'engagent à approfondir leur futur partenariat stratégique dans tous les domaines prioritaires, notamment la sécurité, l'industrie, le numérique et les investissements stratégiques. Le Maroc a toujours été un partenaire exigeant avec ses partenaires lorsqu'il s'agit de ses attentes. Mais le Maroc a toujours été aussi un partenaire loyal, fiable, lorsqu'il s'agit de remplir ses engagements envers ses partenaires. Et ça sera toujours le cas. C'est une réunion aussi qui a une portée économique importante. Le Maroc est le premier partenaire commercial de l'Union européenne au sud de la Méditerranée et en Afrique. Le Maroc confirme donc son statut de partenaire stratégique privilégié de l'UE. Les deux parties veulent à présent consolider ce partenariat d'égal à égal en capitalisant sur les acquis du statut avancé et du partenariat de prospérité partagée et à l'élever vers de nouvelles ambitions. Au sujet de la question du Sahara marocain, la position de la France a été réaffirmée. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat français ont réaffirmé la position claire de la France en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume, telle qu'exprimée par le président Emmanuel Macron. Position réitérée hier dans la déclaration finale qui a sanctionné les travaux de la 5e session du Forum parlementaire maroco-français tenu à la Chambre des représentants. Et je vous propose justement d'écouter Gérard Larcher, président du Sénat français. Il s'exprimait en conférence de presse à l'issue de ce forum parlementaire. La délégation sénatoriale qui m'accompagne est transpartisane, ça on peut le dire. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a qu'une politique de la France sur ce sujet, notamment sur les régions sahariennes du sud marocain. Je le dis, la France ne fera pas marche arrière. Ça me renvoie à février de l'an dernier, où Monsieur le Président de la Chambre des conseillers m'accueillait dans l'intimité de 1000 personnes, de l'ensemble des acteurs publics à La Hayoun. Je dois le dire que j'ai été impressionné. En fait, nous voulons vraiment sceller, à partir de ce forum, députés et sénateurs, et contribuer au couple franco-marocain. Il y a de nouveaux horizons à ouvrir. Nous aurons, au cours de cette année, puis au début de l'année prochaine, un certain nombre de rencontres autour des collectivités territoriales, qui sont cette coopération indispensable entre les collectivités territoriales, la dimension avec Business France de l'économie, et je ne vous le cache pas, une initiative que nous prendrons avec... pour la région sud, Monsieur le Président, avec les représentants, j'allais dire, des entreprises dans nos deux pays. Et avant de refermer ce journal, un voyage dans le temps et dans l'espace, ce sera à bord de voitures d'époque. Ces petits bijoux ont traversé la Méditerranée
pour participer au salon Rétro Automoto de Malaga. L'événement vise à célébrer les voitures classiques. L'édition 2026 connaît la participation, comme chaque année d'ailleurs, de nombreux passionnés de voitures de collection du Maroc. Amin Hennaoui et Zakaria Mokhimil. Ils se sont donné rendez-vous au Palais des Foires et des Congrès de Malaga pour une halte bien méritée. Ces participants à la caravane Rallye Andalousie ont traversé des centaines de kilomètres à partir de plusieurs villes marocaines afin de rallier l'autre rive de la Méditerranée. Au Salon international Rétro Malaga, ces passionnés de voitures de collection veulent explorer les possibilités d'échange et de coopération avec leurs collègues espagnols. C'est ma troisième participation au Salon international Rétro Malaga. Cet événement nous permettra surtout de renforcer les relations entre le Maroc et l'Espagne. Ce salon est une vitrine idéale pour exposer nos produits et faire connaître la richesse de notre culture. Notre pays connaît une dynamique de développement exceptionnelle. Nous sommes ravis qu'un grand nombre d'associations soient présentes aujourd'hui. Avec leur look rétro et leur gabarit d'époque, les voitures classiques séduisent toujours autant. Le nombre de leurs adeptes dans le royaume ne cesse de gagner en ampleur. Pour bon nombre de passionnés, ce salon international permet de prendre connaissance des nouveautés et de s'approvisionner en pièces de rechange. Notre participation apporte toujours une plus-value à notre pratique. La plupart des associations de voitures classiques nationales sont représentées. C'est notre 5e participation à ce salon. Nous accueillons la visite de grand nombre de visiteurs, marocains et espagnols. Nous en profitons également pour nous approvisionner en pièces de rechange pour nos voitures. Devenu une tradition annuelle, le Rallye Andalousie permet ainsi à ses participants de suivre les dernières tendances dans le domaine des voitures classiques. L'occasion aussi de réfléchir à des événements communs dans la perspective de l'organisation conjointe de la Coupe du Monde de football en 2030. Voilà, c'est ainsi que prend fin l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient, bien entendu, comme chaque soir sur Oula à 20h30. Excellente soirée et à demain.